Sacré, es-tu là ? Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous 1000 formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé, intérieurement et extérieurement. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Michèle Blondel, artiste, écrivaine, peintre, sculpteur, performeuse. Une femme que j'ai rencontrée au commencement de ma vie et qui ne m'a plus quittée. Ses œuvres portent une attention particulière à l'origine, dont le récit retrace comment les dieux ont créé le monde. Elle aborde le sacré universel, abolissant les frontières, les limitations sémantiques entre le corps et l'âme, la masculinité et la féminité, le désir spirituel et physique, la pensée orientale et occidentale. L'artiste étend l'androgynie du Christ pour inclure tous les êtres humains, suggérant que nous avons tous perdu notre identité individuelle et la distinction des genres dans la chaleur de l'extase érotique. Son œuvre soulève de multiples interrogations. Entre le sacré et le profane, qu'est-ce qui est sacré ? Comment crée-t-on un endroit saint ? Quelle est la relation entre le désir physique et spirituel ? Et enfin, pourquoi sommes-nous mal à l'aise lorsque nous devons admettre l'érotisme de la religion ? L'artiste nous incite à reconnaître que la sensualité a une fonction spirituelle. Elle nous rappelle que les mystères de la chair aussi sont spirituels. Michèle, peux-tu nous dire quelle fut ta première expérience du sacré et quel rapport entretiens-tu aujourd'hui avec lui ? Merci. Oui, bonjour. Le sacré, pour moi, c'est bien sûr une énigme, mais ça s'apparente au vide, à l'effacement, à l'éblouissement, à la disparition, à ce qu'on ne peut qu'accepter sans comprendre. Ça va jusqu'à l'extase et l'abandon. Ça prend de multiples formes, y compris dans mes recherches. Les recherches qui sont justement l'espace inconnu et visionnaire entre la recherche et le savoir. Pour moi, le sacré se situerait aussi dans cet inconnu. J'ai commencé par faire des peintures qui étaient si blanches qu'on n'y voyait rien, qu'on était d'abord complètement ébloui par l'absurdité de passer autant de temps à faire quelque chose qui ne se voit pas, mais qui, si on prenait le temps, qui est une dimension aussi du sacré pour moi, se révélait aussi une autre dimension du sacré. J'ai passé des années à essayer d'effacer par mes peintures mes expériences douloureuses. C'était en effet une expérience sacrée puisque j'ai vaincu mes démons. Ensuite, bien sûr, après l'éblouissement, je suis arrivée à la transparence qui pour moi est une illusion, un leurre sur beaucoup de plans, m'ont permis d'approcher un matériau éblouissant et très énigmatique, le cristal. D'abord par sa composition chimique, puisque c'est du sable, donc la terre, le feu, et à une dimension liquide apportée par la fusion. En même temps, une énigme encore plus insondable pour moi, c'est que la transparence absolue est donnée par le plomb. Le plomb dont on connaît les vertus d'étanchéité et de dangerosité même. Donc je me suis attachée à travailler ce médium avec ce qui importait pour moi à la fois de beauté
et de cruauté par son danger et la grande habileté nécessaire pour le manipuler. J'ai travaillé donc ce liquide en fusion qui, quand justement vous décidez vous-même d'arrêter cette chaleur intense, se solidifie. Donc déjà pour moi il y avait une dimension alchimique qui s'apparentait au sacré, qui s'apparente au sacré. Et toutes les équipes de verriers avec qui j'ai travaillé en sont tout à fait conscients. Il y a une espèce de folie dans le manège des verriers, dans l'immédiateté ou la lenteur qui me fascine, encore maintenant. Certaines œuvres sont des objets rituels en quête de vérité, offrant de nouvelles perceptions sur le corps masculin-féminin, l'extase de l'androgynie. Cela s'apparente-t-il à un abandon de la volonté, de toutes nos facultés, mais vers quelle transformation ? En effet, l'extase étant l'espace ultime de l'abandon, de la liquéfaction, j'ai commencé à travailler au-delà à partir de ça, sur les saintes, la liquéfaction de Sainte Ludivine de Schiedam, et les miracles qui se dégageaient de sa puanteur. Ensuite, je me suis intéressée au mythe de la Gorgone, figure féminine effrayante, cruelle, si l'on veut, qui pétrifiait donc chacun qui soutenait son regard, qui avait la tête couverte de serpents. C'était pour moi la figure de l'androgynie. Je me suis intéressée non seulement à la Gorgone, mais aussi à l'animal. C'est même pas un animal, c'est une forme d'ectoplasme, dont la chair est d'une telle mollesse, dont le désir de se mouvoir est absent, qui n'a donc aucune volonté, qui est la première représentation animale sur Terre, puisque nous avons commencé dans l'eau, par son système reproductif, pour moi, est immortelle, puisqu'elle n'a besoin de personne pour se reproduire, elle se divise en tranches, chaque tranche devient une méduse à l'infini. C'est pour moi ce qui existe de plus énigmatique, pas seulement dans son système reproductif, mais elle représente pour moi l'avenir. Enfin, c'est presque une vision. En même temps, elle me fascine par sa beauté et sa cruauté. J'en suis très amie. Au fil des années, on a vu se dessiner une esthétique de la disparition qui sous-tend ton œuvre, qui semble agir plus largement jusqu'à ta propre disparition programmée. Cette dynamique dessine-t-elle une œuvre sans objet ? Que reste-t-il aujourd'hui ? Mourir légère, c'est mon souhait plus absolu, qui pourrait s'apparenter à une mystique. Je ne veux plus conserver. J'abandonne, je renonce, je m'éloigne et je disparais, en effet. Donc j'ai fait cette performance en abandonnant mes pièces qui étaient restées aux États-Unis, en les laissant dans la forêt à 4 saisons. Printemps, j'ai livré mes pièces métalliques aux castors qui sont emparés de ce barrage que j'avais mis dans une rivière. Elles n'ont pas disparu, elles ont une nouvelle naissance animale. Mes bulles de cristal, je les ai jetées dans le lac en décembre. Le lac a gelé
en les emprisonnant et en les éclatant, avec un son absolument fabuleux. C'est ce dont je me souviens. J'ai organisé un tournoi de pétanque avec mes boules métalliques et j'avais ramené des coupes de France. Donc j'ai vraiment été jusqu'au bout. Pour les dernières pièces, je les ai mises en vente dans un magasin de la Croix-Rouge, au milieu des bibelots et tout ça. Et elles sont parties à $20 et j'ai donné cet argent aux prêtres des déshérités qui m'avaient aidé à installer tout ça dans la forêt. Michel, que souhaites-tu rendre sacré ? Rendre sacré, je trouve qu'il y a déjà tant de choses que je n'aurais sans doute pas ce pouvoir. Parce que si, je ne sais pas, le gland d'un chêne. Bon, enfin, c'est raccourci maintenant, c'est plus raccourci. Merci, Natacha. Merci. Retrouvez-moi un jeudi sur 2 pour entendre parler des gens de tout horizon. J'ai imaginé ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs de multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast et laissé une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré.